Je vais d'abord juste dire que je suis très heureux qu'on ait la chance d'avoir Madame Mamarbachi et puis ce panel qu'elle va présenter donc d'experts sur le tabac pour aborder un sujet qui nous a semblé important, qui était celui de savoir un peu comment l'industrie du tabac arrive aujourd'hui à influencer finalement la prévention, la publicité, l'opinion publique. On a vu ça tout récemment dans un temps présent qui a fait beaucoup parler de lui et dont on a parlé un petit peu plus tôt cet après-midi. Donc on est dans une période qui est assez impressionnante, enfin c'est pas nouveau finalement, ça on va l'entendre aussi, mais en termes de ce que l'industrie du tabac arrive à faire pour continuer à promouvoir le tabac en particulier chez les jeunes. Et donc on a la chance d'avoir ce soir ce panel pour discuter de ces différents aspects. D'abord une série de questions directement avec les experts et puis ensuite on se réjouit d'avoir vos questions. Et je passe la parole à Esther Mamarbachi, que je n'ai pas besoin de présenter, je crois, parce que vous la connaissez tous, journaliste à la TSR. Elle a animé longtemps Infrarouge et beaucoup d'autres émissions. Et c'est un plaisir de vous avoir tous avec nous. Merci. Merci beaucoup, merci à vous tous d'être là. Alors effectivement, une thématique très intéressante, l'industrie du tabac et son influence sur la prévention. C'est vrai qu'on est un pays, la Suisse, où il y a des grands groupes qui font dans le tabac, qui sont très importants. On va en parler. Tout d'abord, je vais vous présenter les invités qui seront avec nous. Je vais commencer par Idriss Guessou. Idriss Guessou, vous êtes médecin ici aux hôpitaux universitaires de Genève. Vous êtes depuis peu chef de service, vous êtes responsable de la médecine de premier recours, mais votre dada à vous, c'est l'épidémiologie populationnelle. Vous nous direz, on verra en tout cas à travers votre témoignage en quoi il consiste. À vos côtés, Corinne Val, vous êtes tabacologue, vous êtes directrice adjointe du CIPRET à Genève. Ça fait 15 ans que vous travaillez, ou même plus peut-être, dans la prévention du tabac. Vous avez votre micro, ne l'oubliez pas, 20 ans. À vos côtés, Marine Perrodin. Marine Perrodin, vous travaillez à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Vous êtes juriste et non pas docteur, comme certains vous ont dénommé. Et vous êtes juriste au département de prévention des maladies non transmissibles. À vos côtés, Pascal Dittel. Vous connaissez bien l'OMS, Pascal Dittel. Vous y avez fait toute votre carrière. Vous êtes un défenseur, j'ai envie de dire un opposant historique à l'industrie du tabac en Suisse. Et aujourd'hui, notamment, vous avez de multiples casquettes, mais aujourd'hui, vous êtes président d'Oxyromandie, qui est l'association suisse de lutte contre le tabagisme. Et puis Marcelo Romano, à vos côtés. Merci beaucoup d'être avec nous. Monsieur Romano, vous êtes spécialiste en marketing, en publicité, chargé d'enseignement notamment à l'université de Neuchâtel. Et on vous a aussi invité parce que vous connaissez un peu l'industrie du tabac, puisque vous avez travaillé il y a quelques années chez BAT comme chef de vente. Alors voilà, on sera à peu près 1 heure ensemble, le docteur Janssen vous l'a dit, n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions plutôt prévues à la fin de la discussion, mais si vous voulez intervenir avant, il faudra vous manifester. J'ai envie de vous poser d'abord une première question à mes invités ce soir. Est-ce qu'il y a d'anciens fumeurs ou des fumeurs? Ah, madame, alors comment est-ce que vous êtes tombée là-dedans? Eh bien, alors, faut prendre le micro, oui. Parce que vous n'avez pas de micro à cravate comme moi. J'ai eu l'avantage un jour d'avoir 15 ans. J'en ai 61 aujourd'hui. Non, 60, c'est pas vrai, j'en ai 60 aujourd'hui. Et comme beaucoup de jeunes à cette époque, on avait envie de fumer. C'était une mode de se sentir rebelle, libre, surtout toutes ces choses qu'on connaît. Et je suis tombée en plein dans le panneau. Et puis j'ai voulu fumer les mêmes marques que mes copains, que mes copines. Et puis ça a duré 12 ans, voilà. Et j'ai réussi à en sortir en ayant un projet de bébé. Et pour moi, ça a fonctionné. Ça ne marche pas pour tous les garçons, par exemple, mais ça peut marcher. Donc, tous les prétextes sont bons pour arrêter. Et vous êtes plus rebelle? Ça dépend des jours. Alors, Marcelo Romano, vous aussi, vous m'avez dit que vous avez goûté à la cigarette. Absolument, oui, tout à fait. Comme pratiquement 37% de la population à l'époque où j'étais jeune. Donc oui, effectivement, j'ai fumé pendant pas mal de temps et il y a 14 ans, j'ai arrêté du jour au lendemain. Alors c'est un miracle, un vrai miracle, parce que j'ai dû être opéré pour donc à un œil, j'ai une coupure de la rétine en fait, et puis c'est à l'hôpital que j'ai eu cette révélation, puisqu'en fait le professeur qui devait m'opérer, il a demandé, c'est-à-dire l'anesthésiste, il a demandé si
s'il fumait, entre autres, et puis il m'a demandé beaucoup d'autres informations. Et le lendemain après l'opération, le professeur a dit à ma femme, écoutez, il a du gaz dans l'œil, donc il y a une chose très importante, il ne peut pas aller en altitude, et puis s'il y a un accident, il faut dire à l'anesthésiste comme quoi il a du gaz dans l'œil. Et chez moi, ça fait un déclic énorme, parce que j'ai tiré une relation entre l'anesthésie, mon œil, et puis la fumée, et à partir de ce moment-là, je n'ai plus du tout eu envie, ça a été complètement décroché donc de mon existence. En fait, je n'ai plus touché, je n'ai plus envie. J'ai pris conscience en fait du problème, et psychologiquement et émotionnellement et rationnellement, j'ai pu constater qu'à ce moment-là, il fallait que j'arrête, et j'ai arrêté d'une seconde à l'autre. Très bien, merci. Merci pour ces témoignages. Alors, Pascal Dittelme, je le disais, vous êtes un opposant historique à l'industrie du tabac, et j'aimerais qu'on démarre avec cette première question. Dans le fond, pourquoi la Suisse est tellement en retard? En tout cas, on le dit souvent, on le lit souvent. Pascal Dittelme, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai que la Suisse est tellement en retard? La Suisse est très en retard. Elle a probablement 30 ans de retard sur le reste de la communauté internationale. Et les raisons sont évidentes, c'est que les industriels du tabac, les grandes compagnies multinationales, ont élu notre pays comme une sorte de sanctuaire à l'échelle mondiale. Et pour opérer comme sanctuaire, la Suisse doit offrir des conditions adéquates à ces compagnies, notamment un environnement politique, un environnement économique, pour qu'elles se sentent bien. Et donc, elles ont déployé tous les moyens pour créer cet environnement, avec naturellement comme conséquence, au point de vue santé publique, le sacrifice de la prévention, qui est vraiment en Suisse très à la traîne. Le sacrifice de la prévention, les mots sont forts. Alors, Madame Val, vous travaillez dans la prévention, aussi prête. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que on est tellement en retard aussi au niveau de la prévention dans ce pays? Alors la prévention, c'est quelque chose de très très large. Et si on s'adresse par exemple aux jeunes, quelqu'un est venu tout à l'heure sur notre stand en nous disant, mais vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces jeunes? Eh bien, on sait très bien que seulement les mesures structurelles, c'est-à-dire les lois, l'environnement dans lequel on fait grandir nos jeunes, vont être des mesures efficaces contre le tabagisme et l'entrée en tabagisme des jeunes. Et ça, c'est là qu'on pêche énormément avec des mesures que l'on sait être efficaces, qui sont expliquées dans la Convention cadre de l'OMS, dont on parlera probablement largement. Et on a un pays qui s'entête à sacrifier presque 10 000 personnes par année, on le sait, c'est prévu, c'est évitable, et on ne prend pas les mesures pour éviter que les jeunes ne rentrent pas en tabagisme, comme je l'ai fait. Maintenant, on sait des choses, moi je suis âgée, il y a 50 ans, il n'y avait pas toute cette prévention et toutes ces connaissances. Maintenant, on sait les choses, on n'a absolument aucune excuse de ne pas prendre les mesures, et c'est vraiment une faute politique grave de ne pas les prendre. Alors, il n'y a pas de politique pour répondre à ça, à ces politiques qu'on dénonce être à la solde du tabac, en tout cas certains d'entre eux. On parlait d'OMS, Marine Perraudin, vous travaillez précisément à l'OMS, et vous avez une vision large de ce que fait la Suisse ou ne fait pas la Suisse, et vous pouvez la comparer avec les autres pays alentours. Est-ce que véritablement, du point de vue de l'OMS, la Suisse est tellement à la traîne ? Oui, on peut quand même dire juste que la Suisse a mis en place en tout cas une mesure importante qui est la position des mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes, mais c'est bien pratiquement une des seules mesures qu'elle a mises en place. Et elle pêche énormément dans les autres mesures importantes que nous recommandons, notamment et surtout l'interdiction de la publicité et du parrainage, l'interdiction de fumer dans les lieux publics, l'interdiction de fumer dans les lieux de travail, dans toutes sortes d'endroits qui sont accessibles au public, et également dans l'augmentation des taxes. Je pense qu'on en reparlera aussi tout à l'heure. Donc c'est vrai que si l'on compare avec la plupart des pays du monde, on peut dire que la Suisse est en retard, c'est tout à fait vrai. Idriss Guessou, je le disais, médecin-chef ici au Hugues, vous travaillez vraiment sur le groupe, l'influence du groupe en étant un spécialiste de l'épidémiologie populationnelle. Qu'est-ce que vous dites à entendre vos camarades qui nous disent que la Suisse est en retard ?
Déjà, bonsoir. En fait, paradoxalement, c'est aussi parce qu'on est extrêmement en avance du point de vue curatif. Je pense que c'est ça le paradoxe. Le système de santé suisse est excellent pour soigner des gens malades. Nous sommes le premier pays en termes d'espérance de vie, en termes de soins, ce qui fait que la préoccupation de prévenir n'est pas évidente. Un pays qui est mauvais dans le curatif, c'est assez légitime qu'on essaye de trouver des solutions pour prévenir. Je crois que malheureusement, les gens ne se retournent pas ou investissent peu dans la prévention parce qu'on est justement excellent dans le curatif et qu'il y a un raisonnement un peu dichotomique pour un politicien qui dit on continue à investir dans des grands hôpitaux, des infrastructures bien traitées rapidement, et puis on en oublie la prévention. Donc paradoxalement, je pense que c'est aussi, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on est excellent dans les soins curatifs, on a un excellent niveau d'éducation générale qui fait que les gens sont en général en bonne santé ou bien meilleure santé qu'ailleurs, mais par contre ça vous enlève cette capacité d'investir dans de la prévention. À mon avis, ça explique à mon avis aussi ce retard. Donc vous dites que ce n'est pas seulement la faute, dans le fond, à cette industrie du tabac qui essaye de mettre à sa botte les politiciens. Non, parce qu'on dit on est en retard dans la prévention, on l'est dans toutes les mesures préventives. Mais ça, on va reparler de la responsabilité individuelle, beaucoup de choses. Le tabac est un exemple. En prévention, il y a d'autres facteurs de risque dont on pourrait faire de la prévention. Le dépistage du cancer, nous sommes mauvais par rapport à d'autres pays. Et de nouveau, je pense qu'il y a ce paradoxe en étant excellent dans les soins lorsque les gens sont malades et puis en pêchant un peu pour prévenir cette maladie. Pascal Dittelm, sur ce paradoxe. Oui, ce paradoxe... C'est un facteur explicatif pour vous? Disons qu'on a quand même au niveau des décideurs politiques une approche très néolibérale qui donne la prépondérance à tout ce qui est économie. Et c'est clair que l'économie de la santé fait partie de l'économie et a une certaine prépondérance. Curieusement, la prévention, c'est quelque chose de pas spectaculaire. Ce n'est pas spectaculaire du tout, parce que le résultat d'une prévention, c'est un non-événement. C'est la non-survenance d'une maladie. Et politiquement, ça n'est pas porteur. Tandis que si on peut dire qu'on a tant de malades d'une certaine maladie grave et qu'on arrive à soigner 80 ou 90% d'entre eux, c'est spectaculaire. Et c'est un biais. Alors, il y a un biais cognitif qui est lié à l'être humain, et ensuite, c'est combiné avec un biais où on donne la prépondérance aux forces de l'économie sur l'intérêt général et notamment sur la santé publique. Alors, les forces de l'économie, dans ces forces de l'économie, il y a l'industrie du tabac. Je crois que c'était vous, Madame Val, qui me disiez que l'industrie du tabac, c'est la 6e économie mondiale. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête précisément aux armes qu'on a pour pouvoir lutter contre cette industrie du tabac qui semble vraiment extrêmement importante, notamment en Suisse. Monsieur Romano, vous connaissez bien la publicité, la communication. Vous avez, vous aussi, je l'ai dit tout à l'heure, travaillé dans cette industrie du tabac. Est-ce qu'on peut véritablement lutter contre cette industrie qui semble tellement puissante? Alors, la question, évidemment, elle est bien sûr politique-économique, comme on a dit, dans le sens qu'à un certain moment, il faut savoir si on favorise une économie ou l'autre. Bon, ça c'est clair. Mais, moi, je pense qu'il faut séparer le problème de la loi, en fait, c'est-à-dire de l'autorisation de la vente d'un produit nocif. C'est complètement aberrant. Si on lit l'ordonnance sur le tabac, qui est liée à l'ordonnance des produits alimentaires, si on lit ça, ça fait peur. Et les juristes, les hommes de loi et les femmes de loi qui ont écrit ces textes, je ne comprends pas comme ils se sont focalisés sur la grammaire ou le vocabulaire, mais ils n'ont pas pris position pour interdire ce qu'ils écrivaient. Donc c'est assez fou. Et il y a un mot quand même de cette ordonnance, l'article 12, sauf erreur, sur les mises en garde, où c'est écrit que la publicité ne doit pas, donc c'est totalement interdit, sur tous les moyens qui sont spécialement, donc ce mot est très important, spécialement destinés aux personnes de moins de 18 ans. Donc interdiction de la publicité pour les moins de 18 ans dans les lieux publics. Dans les lieux publics. C'est clair qu'on ne fera pas de la publicité sur des crayons, sur des trousses d'école ou dans des lieux. Bon. Mais
l'enfant de 10-11 ans, il est soumis à la publicité comme n'importe quel autre individu. Et la vraie cible de l'industrie du tabac, ce sont justement les jeunes de 10, 11, 12 ans qui naturellement prennent comme modèle dans les représentations sociales que l'on met en scène ceux des jeunes adultes. Donc en fait, le mal est déjà fait quelque part, parce que de toute façon, quand on commence à fumer, on continue. Donc la publicité n'est pas du tout un investissement sur les fumeurs, c'est un investissement sur les non-fumeurs qui doivent le devenir. C'est-à-dire c'est une vraie stratégie de conquête et de recrutement de nouvelles populations. Alors directement intéressés sur effectivement les premiers fumeurs, hein, qui sont les 18-24 ans principalement, mais par effet de halo, et alors absolument d'une manière extrêmement soignée, ce sont ces toutes jeunes populations, donc des préadolescents qui sont soumis à ces fantasmes, à ces images qui finalement représentent la société en scène. En fait, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est juste nous, tels qu'on est dans les bars, dans les lieux publics, et puis c'est mis sur des panneaux. Et la publicité, pour juste terminer, je ne vais pas monopoliser ça, mais elle est très accompagnée par les images de la réalité. C'est-à-dire que quand vous promenez dans la rue, vous voyez quelqu'un qui fume, puisque maintenant on a décidé que les fumeurs devaient être dehors. Et à mon avis, là, il y a une erreur politique, c'est-à-dire qu'on les montre. Et puis il n'y a rien de plus publicitaire que quelqu'un qui fume et qui est cool, et qui banalise complètement cet acte, qui le rend totalement très éloigné des risques et des dangers, finalement, parce que personne ne meurt en fumant une cigarette. Il faut s'arrêter sur cette population qui est effectivement visée par l'industrie du tabac, Madame Valls, ça aussi c'est très important. Ça vous met hors de vous. Hein. Quand on a préparé cette discussion, vous me disiez que c'était pas possible. C'est-à-dire qu'on le sait. Là, il y a vraiment non d'assistance à personne en danger. On sait que ça va les tuer. On sait quelles sont les stratégies des cigarettiers pour séduire ses futurs clients. Et on ne fait rien. Tout à l'heure, mon collègue Pascal Dittelme parlait aussi des aspects politiques et au niveau des dépenses. On sait très bien que le tabac coûte plus de 10 milliards, 12 milliards par année. Or, il rapporte en effet, c'est une drogue qui est légale, il va rapporter un petit peu plus de 2 milliards. Donc on a une perte sèche qui est de plus de 8 milliards. On en ferait des choses avec 8 milliards. Mais même sous des aspects très froids, très pragmatiques, économiques, qui sont normalement la recherche des États d'essayer, ou en tout cas de garder les emplois qui sont liés à l'industrie du tabac, ou de ne pas défaire la tradition, eh bien ça ne marche pas. On peut très bien reconvertir tous ces professionnels dans d'autres choses, ça demande un accompagnement, ça demande une stratégie, mais la stratégie et la volonté politique, elle n'existe pas. Donc on ne bouge pas, et donc on va mourir du tabac encore dans les prochaines dizaines d'années qui viennent. On le sait, c'est accepté d'avance, et c'est en ça que c'est tout à fait répréhensible et condamnable. Alors, vous disiez que la cigarette coûte 10 milliards, à peu près, les recettes fiscales, moi j'avais lu le chiffre de 2 milliards et demi, mais ça fait quand même 13 000 emplois. 13 000 emplois, est-ce qu'on peut véritablement se passer dans le fond de l'industrie du tabac en Suisse, Pascal Dittelme? C'est beaucoup d'emplois. Oui, alors, disons, c'est 13 000 emplois. Nous, dans notre association, on a fait un calcul et moi j'ai fait des études de sciences économiques, donc je suis assez porté sur ces questions économiques. On a 10 000 morts par année. Chaque personne qui décède du tabagisme perd en moyenne 15 années de vie. C'est-à-dire qu'on a 150 000 années de vie qui partent en fumée chaque année pour créer à peu près 10 000 emplois, ou pour fournir 10 000 places de travail. C'est-à-dire que cette industrie, chaque place de travail se paye par 10 décès ou 15 décès. C'est totalement inacceptable. Premier point. Deuxième point, une étude économétrique très bien ficelée qui a été faite en Angleterre il y a pas mal d'années, mais qui est toujours valable aujourd'hui, a montré que, par exemple, en Angleterre, si on baissait de 40% le taux de tabagisme dans ce pays, cela résulterait dans la création de 150 000 emplois. Parce qu'en fait, quand on prend... on va les créer où, ces emplois? On va les créer où, ces emplois? Dans quel secteur? C'est très simple. C'est-à-dire que si on prend les choses de façon macroéconomique, les gens qui dépensent pour leurs cigarettes utilisent une partie de leur budget dans une dépense qui, globalement, est très peu productrice d'emplois, sert à importer du tabac et sert à exporter des profits vers les États-Unis. Alors que s'ils ne dépensaient pas leur argent pour le tabac,
ils le dépenseraient pour autre chose. Ils iraient plus au resto, ils iraient plus au cinéma. Et tout ça est beaucoup plus générateur d'emplois que le tabac. Et donc, cette notion que ça crée 6 000 emplois, elle est totalement fausse. Elle est prise dans un sens très étroit, mais globalement, sur le plan de l'économie suisse, c'est destructeur d'emplois plus que créateur d'emplois. Marine Perraudin, je ne sais pas si vous avez des chiffres au niveau du nombre d'emplois en fait, qui sont générés dans le monde par l'industrie du tabac. Mais en tout cas, vous avez des chiffres sur les jeunes. Hein. Vous me disiez, c'est vraiment la population qui est concernée par cette industrie. C'est-à-dire qu'on commence vraiment, à moins de 21 ans, à commencer à fumer, la majorité d'entre eux. Ah oui, tout à fait. Mais je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit. Effectivement, je confirme que tous nos rapports et toutes nos études, à l'OMS en tout cas, confirment exactement ce que vous avez expliqué, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui sont propagées par l'industrie du tabac sur ces pertes d'emploi, sur tous ces problèmes, le manque de recettes fiscales qui serait créé par la fermeture d'usines et puis en tout cas par la diminution du nombre de fumeurs. Oui, c'est tout à fait vrai et il faut vraiment faire attention au message que l'industrie du tabac propage sur ce sujet-là. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade de la discussion, s'il y a des fumeurs aussi qui veulent nous expliquer comment ils ont arrêté ou commencé. Oui, Madame Val. Je rajouterais volontiers une chose à ce que vous avez dit, c'est que souvent on entend, et je l'ai encore entendu aujourd'hui, que comme c'est un produit légal, eh bien ça paye nos AVS. Alors c'est pas faux, parce que c'est un produit légal, mais ça le paye à hauteur AVS-AI, c'est dans le même tiroir que ça va aller, que cette somme va être mise, et ça va payer à hauteur de 5%. Donc il faudra quand même trouver les 95% qui vont manquer. Donc cet alibi-là, il est également complètement erroné, et pourtant c'est souvent quelque chose qu'on entend également, et ça aussi, c'est faux, c'est un montage. Au contraire, c'est bien plus positif pour les économies de se débarrasser de cette industrie. À court terme, ça peut sembler un petit peu étonnant de dire ça, mais à long terme, c'est vraiment beaucoup plus positif pour les économies et pour les gens, bien sûr, pour la santé des gens. Alors, en attendant que certains d'entre vous peut-être préparent leur prochaine question, j'aimerais encore vous poser une question. Docteur Guessou, vous me disiez le tabac, c'est quelque chose d'extrêmement dépendant. C'est plus dépendant, on est davantage dépendant du tabac que de la morphine, c'est ce que vous me disiez. Alors, c'est ce qu'on aime bien dire. C'est vrai que dans ces discussions, en tant que médecin, on est plus à l'aise parce que, en fait, il n'y a pas ces calculs. En tant que soignant, on ne devrait même pas se poser ce rationnel, quel est le gain, etc. Surtout quand vous avez la plupart des patients qui souhaitent arrêter de fumer. C'est-à-dire qu'il est quand même très très rare qu'un fumeur apprécie encore 5, 10, 15 ans après avoir commencé de fumer la cigarette. Mais le problème, c'est les jeunes. Comment on fait arrêter un jeune? Alors, ces jeunes-là, c'est vrai que malheureusement, au cabinet, en médecine de premier recours, il y a encore peu d'opportunités pour que le médecin, que nous représentons les médecins de premier recours, puissions les voir fréquemment. Mais ceux que nous voyons fréquemment, on ne peut même pas dire que c'est justifié de continuer cette industrie, parce que la personne elle-même qui la consomme vous demande de l'abandonner. Donc il faut aussi rappeler ce point-là. Si au moins les gens, la majorité des gens qui le consommaient en connaissance de cause en jouissaient réellement, mais en fait la majorité en souffre en termes de dépendance et puis d'impact sur leur vie. Vous me posez la question de savoir, je ne sais plus. On parlait du tabac. Non, du fait que le tabac est extrêmement addictif. Oui, voilà. Alors, en fait, c'est ça, on l'a dit encore cet après-midi, c'est que c'est aussi pour casser cette construction de la responsabilité individuelle. Le choix initial, il est individuel. La consommation, après quelques années où la liberté d'arrêter de fumer n'est plus une liberté individuelle. Vous êtes condamné, où il y a des forces plus fortes que votre propre volonté qui fait que, certes, on rentre de façon individuelle dans la cigarette, mais on ne peut y sortir que par de l'aide d'autrui en général. On ne peut pas arrêter seul. On peut, comme tout, mais ça reste des exceptions. C'est extrêmement difficile. La preuve, c'est que quelqu'un disait que c'est très facile d'arrêter de fumer, puisqu'il l'avait fait déjà 82 fois, je crois. Je ne sais pas s'il y a des fumeurs dans la salle. Ah non, c'est extraordinaire, ça. Est-ce qu'il y a des questions, en revanche, dans la salle?
si vous avez des questions, des remarques. Monsieur, alors je vais venir vers vous et puis je vais vous donner un micro. C'est le monsieur à la blouse blanche. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de blouses blanches. Bonsoir, merci beaucoup. J'avais juste une question, parce qu'il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'on parle de chiffres, donc un peu pour et contre le tabac, mais comment ça se fait qu'on entende parler de ces chiffres qui, donc par exemple le nombre d'emplois qui sont liés au tabac, le nombre d'argent que ça permet que la société peut recevoir grâce à l'industrie du tabac. Comment ça se fait qu'on entende parler de ces chiffres qui sont en fin de compte faux, et qui c'est qui véhicule cette information, et comment ils la font pour que ces données soient connues de nous tous et qu'elles soient en compétition avec les réels chiffres en fin de compte. Pourquoi vous dites qu'ils sont faux? Non, j'ai dit dans le sens, pas dans le sens qu'ils sont faux eux-mêmes, mais qu'en considérant la globalité des effets risques-bénéfices, on va dire, de l'industrie du tabac, ça me paraît clair que c'est en défaveur de l'industrie du tabac, d'après ce qui a été dit. Et du coup, voilà, c'est ma question. Comment ça se fait qu'on entende parler de tous ces éléments qui vont pour le tabac, alors que globalement, c'est plutôt défavorable? Alors, Pascal Dittelme, vous voulez répondre? Alors, la Merci, source monsieur. de ces informations, c'est naturellement l'industrie elle-même qui, systématiquement, dans sa communication, et dès qu'il y a un sujet sensible qui se présente, met en avant le nombre d'emplois qu'elle génère, le nombre d'employés, le chiffre d'affaires, le bénéfice pour l'économie suisse. Ça, c'est de la désinformation, parce que si on regarde de près, ces chiffres sont faux. Mais c'est les les recettes chiffres qui sont... fiscales, pardon, monsieur Dittelme, pourquoi ils seraient faux, les recettes Alors, fiscales? non, là, je ne parle pas de la recette fiscale, mais je parle des emplois qui sont Je suis un peu l'avocat du diable, hein, je ne suis pas payé ils par sont l'industrie du tabac, mais quand même. systématiquement aggravés. L'importance des recettes fiscales, qui n'est pas une création de richesse, qui est finalement simplement de prendre l'argent dans la poche des uns pour la mettre ailleurs. Et c'est tout. Et donc, c'est une sorte d'impôt régressif. C'est un impôt régressif sur la dépendance à la nicotine, faut le dire. Ces chiffres sont produits par l'industrie qui utilise comme relais des agences de relations publiques, qui utilisent les grandes organisations économiques comme l'USAM, Économie Suisse, Suisse Tabac, Suisse Cigarette. Et ensuite, ces chiffres, on les retrouve dans la bouche de nos conseillers nationaux et de nos parlementaires. Et nous, finalement, on a très peu d'instruments pour faire valoir la vraie information qui mettrait en évidence que tout ça, c'est de la désinformation. C'est beaucoup plus difficile pour nous parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas l'assise financière dont disposent ces compagnies. Docteur Janssen, vous avez une question? Oui, j'ai une question sur ce que vous venez de dire précisément. C'est-à-dire que, en fait, ce qui me frappe, c'est qu'on a de la connaissance, on sait tout ce qu'on doit savoir, en fait, pour obtenir le contrôle, la prévention contre le tabagisme, etc. Mais on voit aussi l'aisance avec laquelle certains de nos parlementaires, qui sont à la solde de lobbyistes qui travaillent avec les cigarettiers, on voit avec quelle facilité ils balayent le discours qui est le vôtre, qui est le nôtre, et on perd toute crédibilité. Et il y a une faillite de notre discours comme contre-pouvoir, disons. Je pense il y a un chapitre où on n'est pas bon du tout, c'est le chapitre de la contre-publicité, si on peut dire ça comme ça. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Madame Perrodin. Oui, moi je suis tout à fait d'accord, et je voudrais aussi rajouter le fait qu'ici on est en Suisse, donc on a la chance d'avoir des organismes qui peuvent faire ressortir le fait que ce sont des contre-vérités. Par contre, nous on voit à l'OMS, en tout cas, on voit bien que dans la plupart, peut-être pas la plupart, mais énormément de pays sont confrontés à ces problèmes, et lorsqu'il y a le souhait pour le gouvernement de mettre en place de nouvelles lois, et bien tout de suite il y a un matraquage qui est fait par l'industrie du tabac qui souhaite rencontrer
les membres du gouvernement, les membres de l'exécutif, le Parlement et toutes les personnes qui peuvent avoir une influence sur l'adoption des lois. Et ils leur disent exactement ce dont on parle, c'est-à-dire, vous savez, si vous adoptez ces lois dont on parle, vous allez faire perdre tel nombre d'emplois dans votre pays, vous allez avoir telle conséquence. Et quand il n'y a pas les structures mises en place comme on a ici, on a la chance d'avoir ici, pour dire non, ce n'est pas vrai, non, regardez, au contraire, ça aura un effet positif. Quand il n'y a pas ces structures mises en place, eh bien, ils sont soumis à les seules informations qu'ils ont, ce sont les informations données par l'industrie du tabac, et donc ils les croient. Ils n'ont pas d'autre choix, je pense. Monsieur, vous vouliez réagir. Peut-être si vous pouvez vous présenter, je devrais vous connaître, mais je ne vous connais pas. Pardon, Philippe Kerrer, pneumologue sur Genève. Moi, ce qui m'étonne là-dedans, c'est que ce que vous dites, ça laisse supposer que nos édiles politiques ne vont pas aller chercher une contre-information. C'est ça que ça veut dire, c'est qu'ils sont tous soit bêtes, soit malhonnêtes. Je ne peux pas imaginer que ces gens-là, à un moment donné, quand on vous dit c'est blanc, vous posez quand même la question, est-ce qu'il y a une autre opinion par rapport à ça? Et maintenant, ces gens, ils lisent les journaux, je veux dire, c'est là où il y a un gap qui me manque, c'est comment se fait-il qu'actuellement en Suisse, il y ait encore des édiles politiques qui soient sensibles à un matraquage de la part des lobbies cigarettiers. Je ne comprends pas. Je ne vois pas où ils peuvent ne pas savoir que c'est pas comme ça que ça se passe. Ou en tout cas se poser la question. Madame Perraudin, vous voulez réagir? Vous voulez répondre? Non, alors, Madame Val, peut-être? Et puis Moi, après, je Monsieur crois Littel. qu'ils le savent très très bien. Ils le savent considérablement bien, ils savent toutes ces choses que nous sommes en train de dire, mais on a en effet une élite politique qui se contente uniquement d'un message. Moi, j'ai fait personnellement partie de la Commission fédérale tabac. On a apporté des quantités de preuves, de documents internationaux pour prouver les choses qui étaient demandées par l'Office fédéral de la santé publique, qui étaient transmises au Parlement pour leur donner des arguments de prendre certaines mesures que l'on sait être les bonnes mesures pour faire de la vraie prévention, de la prévention qui marche. Eh bien, moi j'ai quitté cette commission quand je me suis rendu compte qu'une fois sur 50, on écoutait un tout petit peu de ce qu'on avait dit. On avait passé des heures à étudier, à donner des rapports, des comptes rendus sur ce qu'il fallait faire, et que jamais, ou 0,0 jamais, on était entendu. Donc nous ne sommes que des commissions alibi. On nous occupe à nous faire travailler sur des sujets dont on connaît déjà les réponses. On nous paye, on paye notre temps, on paye nos déplacements, on met la conscience des politiques tout à fait au chaud parce que oui, ils demandent une participation, mais ils ne l'écoutent jamais. Jamais. Alors, on ne peut pas dire qu'ils ne savent pas, on ne peut pas dire qu'ils soient inconscients. Ils savent, ils les lisent, ces rapports. Donc il y a une vraie volonté consciente de ne pas faire bouger les choses. Mais pour défendre, c'est quoi le prétexte? Pour défendre l'économie, pour défendre les emplois? Pourquoi? Alors, je vais être très mauvaise langue. Peut-être qu'ils ont des sollicitations au-dessous de la table, je ne sais pas, qui les motivent à ne pas changer les choses. Peut-être qu'ils sont cigarettiers de la 50e génération et qui ne veulent pas changer les habitudes. Peut-être. Il y a plein d'hypothèses possibles. Je n'ai aucune affirmation dans ce domaine. Mais il n'y a pas de raisonnement sensé qui puisse amener des politiques et des vrais responsables de santé à faire exactement l'inverse de ce qui va aider leur population. Peut-être que vous êtes moins bon que l'industrie du tabac? Ah, c'est clair qu'on n'a pas les mêmes moyens. C'est là que vous vouliez en venir. Notamment. Alors c'est sûr qu'on a des choses à dire et qu'on est parfois nous-mêmes bridés à vouloir dire et conseiller et vouloir faire certaines actions et qu'on va politiquement, par nos propres responsables, dans notre canton, nos méchefs, eh bien qu'on va préférer nous faire des choses qui ne servent à rien, à occuper notre temps, qu'à suivre des conseils qui sont aussi dans la Convention cadre, qui marchent dans d'autres pays, qui marcheraient bien évidemment dans notre pays également, mais qu'on ne va pas mettre en œuvre et on va nous demander de faire des choses que l'on sait, elles vont être inutiles. Mais allez-y, faites ça parce que c'est marqué dans les documents, il faut le faire. Alors vous parlez de la Convention cadre, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. D'un mot quand même sur cette Convention cadre. Perraudin, Madame Perraudin, il faut dire que la Suisse n'a pas ratifié, a signé cette convention, mais en revanche, elle n'a pas ratifié. Pas ratifié, oui, effectivement. Donc, on parle de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac qui est entrée en vigueur en 2005 et qui aujourd'hui rassemble 181 pays. Et donc, il manque 13 pays qui n'ont pas ratifié cette convention, dont la Suisse. Donc elle l'a signée en 2004 et toujours pas ratifiée. Mais elle ne peut pas la ratifier, si j'ai bien compris, en fait. Elle ne peut pas, sauf erreur de ma part,
je crois que la pratique pour la Suisse, c'est de ne ratifier les conventions que lorsqu'il y a toutes pas toutes, en tout cas la majorité des provisions sont déjà mises en place dans le pays, que lorsqu'elle est déjà en conformité avec ces conventions. Donc tant qu'elle ne s'améliorera pas au niveau de la lutte contre le tabac, elle ne pourra pas ratifier cette convention. Monsieur, vous vouliez intervenir, Monsieur Janssen va venir vous amener le micro, c'est le monsieur avec le pull bleu. Si vous pouvez vous présenter, parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant de connaître le point de vue depuis lequel vous parlez, monsieur. Oui, bonsoir. Merci pour ce débat très intéressant. Mon nom est Gabriel Isbiki, je suis pneumologue, professeur en médecine, ancien genevois, mais établi depuis une vingtaine d'années à Jérusalem, en Israël. Et ce débat est extrêmement intéressant parce qu'en fait, nous avons exactement le même débat là-bas sur place et j'ai l'impression, je suis un petit peu pessimiste, vous m'excuserez, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu une lutte qui est perdue d'avance. C'est-à-dire que c'est la lutte de David contre Goliath. Il y a d'un côté l'industrie du tabac qui est toute puissante, qui a des contacts politiques, financiers, enfin, etc., très avancés, et certaines personnes d'extrêmement bonne volonté, mais qui sont tout petits par rapport à l'industrie tabagique. Et j'ai l'impression que malheureusement, c'est un petit peu la même chose dans beaucoup de pays. Merci pour ce témoignage, Pascal Dittel. C'est vrai, David contre Goliath. Vous qui avez cette passion chevillée au corps depuis des années, même aujourd'hui que vous êtes à la retraite, est-ce que parfois vous n'êtes pas tout simplement lassé, découragé? Non, pas du tout, pas du tout. Mais disons que c'est un combat de longue haleine. Il ne faut pas s'attendre à voir des résultats spectaculaires du jour au lendemain. Cependant, les résultats, par exemple, de la Convention cadre avec les mesures phares qui sont bien connues, qui sont basées sur des preuves scientifiques, eh bien, commencent à produire des effets. Depuis 5 ans, globalement, l'industrie du tabac est déclinante. C'est une industrie sur le déclin. Ses ventes dans tous les continents baissent et baissent d'une façon significative. En Suisse, malheureusement, ce n'est pas le cas. En Suisse, ça stagne. Et ça baisse le plus dans les pays qui sont les plus déterminés et qui ont mis en œuvre la Convention cadre de l'OMS de la façon la plus stricte et la plus déterminée, où on a des baisses absolument spectaculaires. En Australie, par exemple, le nombre de jeunes qui fument est en dessous de 5%. C'est quelque chose qui est en Suisse inconcevable. Parce que le prix du tabac est extrêmement élevé. Hein. Oui, le prix du tabac. Alors, c'est une des mesures phares, le prix du tabac. On a le paquet neutre, on a vraiment une politique voilà. L'ingrédient qui manque en Suisse, c'est la volonté politique. Et nos politiciens, je ne vais pas dire qu'ils sont à la solde de l'industrie du tabac, je ne pense même pas qu'ils soient payés, mais ils sont dans une idéologie d'un néolibéralisme un peu naïf et que l'industrie du tabac exploite pour leur faire dire des choses qui vont dans le sens de leur idéologie et répètent les messages qui sont préparés, prémâchés par l'industrie. Ils les répètent au Conseil national, au Conseil des États. Et ça devient des pions. D'ailleurs, il y avait une très bonne émission de Temps présent récemment. Comme toutes les émissions de la RTS. Et où on constate que l'industrie du tabac en Suisse n'a pas besoin de lobbyistes. Pourquoi? Parce que ces lobbyistes sont élus. Ils sont déjà dans le Parlement. Et ça, c'est une caractéristique qui est peut-être unique au monde, dans notre pays. Et c'est peut-être une des petites limites de notre système de démocratie directe à l'helvétique. Alors, il reste un petit quart d'heure à notre discussion. J'aimerais bien précisément qu'on se demande comment lutter. Hein. Monsieur, vous nous disiez la difficulté de lutter contre l'industrie du tabac, mais quand même, on va essayer de trouver quelques solutions. Alors, une des solutions, ça serait bien sûr que vous vous lanciez en politique, monsieur Dittel, ou bien que les médecins se lancent en politique pour précisément essayer d'un peu davantage noyauter le Parlement qui serait à la solde des cigarettiers. Ça, c'est une proposition. Mais monsieur Guessou, je voulais aussi vous entendre là-dessus parce que vous me disiez, vous aussi, la nécessité en fait de lutter à armes égales, et vous vous intéressez, je le disais, à ces populations, à ces jeunes qui commencent ensemble de fumer. Alors, vous voulez faire une sorte de cartographie des fumeurs
à Genève. C'est un des projets que vous avez pour voir comment tout ça s'organise. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, volontiers. C'est vrai que le décideur politique, moi je pense qu'il n'a pas beaucoup de pression pour faire changer les choses non plus. C'est-à-dire que je n'ai pas vu un mouvement populaire descendre dans les rues en disant que un politicien ne serait élu que s'il arrivait à faire arrêter une cible de 10% dans son canton de fumeurs. Il n'y a jamais eu un politicien élu sur ce programme-là. Je pense que c'est aussi ça une limite. Mais pour qu'un politicien s'engage, s'adresse aux votants en disant « je serai responsable de faire diminuer tant dans ce canton », il faut qu'il ait réellement, je pense, de l'information précise sur qui fume dans sa population. Alors, on le met souvent sous forme de graphiques, des barres, les plus vulnérables économiquement. C'est notre préoccupation, hein, c'est que ici nous sommes tous réunis, il y a peu de fumeurs parce qu'un mais il n'y a aucun fumeur. Mais c'est, il n'y a aucun fumeur, il y a des ex-fumeurs, mais il n'y a aucun fumeur. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est aussi dans un niveau un peu académique. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes. Hein. Il n'y a pas beaucoup de jeunes. On est à un niveau académique. On a des professeurs, donc on a le cocktail parfait pour ne pas être fumeur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se réunir, mais le poids de la cigarette est beaucoup plus élevé dans des populations maintenant fragiles. Les jeunes, les démunis au niveau économique, au niveau de la cohésion sociale. Et c'est ces mêmes personnes qui vont cumuler d'autres facteurs de risque, sédentarité et puis une consommation inéquilibrée. Je pense que le décideur politique a besoin de voir les choses plus sous forme de cartes, plus sous forme de courbes qui augmentent au pire ou qui sont un plateau d'année après année. On en a fait des rapports comme ça. Nous avons pris le choix et le risque de montrer les choses. Et puis un politicien, lorsqu'il voit que dans tel quartier sont cumulés des fumeurs, la réaction est tout autre. C'est un risque parce que certains vont parler de stigmatisation, mais je pense que nous, comme les cigarettiers, on doit passer quartier par quartier, sous-secteur par sous-secteur, montrer où est-ce que l'on fume plus, où est-ce qu'il y a des inégalités par rapport en santé, et puis voir quelle est l'urgence de faire. On peut même faire moins, mais mieux, à mon avis, lorsqu'on utilise les bonnes informations d'analyse spatiale. En l'occurrence, Genève a ces informations et puis nous avons soumis une demande de financement pour pouvoir guider les politiciens ou les forcer presque à être guidés. Et vous ne voulez pas vous lancer en politique? En fait, la Ce serait politique. peut-être plus efficace. Alors, il y a la politique et il y a le politicien. Alors, ouais, est-ce que je veux devenir vous politicien? lancer en politique, Non. c'est-à-dire devenir politicien. Par exemple, là, il y a bientôt des élections fédérales dans un an. C'est vrai. Non, ouais. mais bon, chacun a son expertise, mais c'est contribuer modestement. Moi, très sincèrement, je vais vous dire que je suis déjà surpris que dans des cantons comme les nôtres, on ait le cyprès, on ait quand même ces brides d'investissement. Je ne sais pas quelle serait la levée de bouclier si un politicien disait cyprès, on annule d'autres choses. La pression est tellement nulle que je suis assez admiratif qu'il y ait encore des politiciens qui se disent cyprès, c'est fondamental. Alors Corinne Val, c'est vrai que vous avez des fonds publics, vous êtes financé par des fonds publics. Vous disiez tout à l'heure, en fait, votre lassitude, vous disiez même quelque chose de terrible, vous le disiez dans le fond, on nous demande de faire du travail de singe, on nous demande de faire des choses qui ne servent à rien. Alors dans les années qui vous restent, parce que vous êtes quand même relativement jeune, donc il vous reste encore quelques années pour mener le combat et la lutte, qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous souhaiteriez dans le fond faire dans ce pays de façon relativement modeste pour faire avancer la lutte contre le tabac? Alors une chose qu'on voit, qu'on observe, que ce soit au niveau cantonal ou que ce soit au niveau fédéral, c'est que de plus en plus on est en train de noyer le poisson du tabagisme dans les autres dépendances. Donc il y a une grande mode qui passera probablement, mais qui va encore faire du grabuge pendant quelques temps. C'est que maintenant, nous, par exemple, à Genève, on est cyprès carrefour addiction, c'est-à-dire qu'on est assimilé à tout un tas d'autres. Alors c'est vrai qu'au niveau neurologique, il y a des bonnes raisons de le pratiquer comme ça, mais au niveau de la population, un fumeur ne s'assimile pas forcément à un héroïnomane, ne s'assimile pas forcément à d'autres populations, et ça c'est aussi un frein. Et il y a pourtant une volonté politique, parce que c'est comme ça dans les commissions fédérales qui sont fusionnées, c'est comme ça à Genève maintenant, on est addiction, où au lieu d'être des spécialistes dans certains domaines, eh bien on voit qu'on va devenir des grands généralistes et on saura très peu de choses en un tas de choses, mais on ne saura pas grand-chose dans certains domaines où on pourrait avoir plus de poids qu'on n'aura déjà pas suffisamment. Donc ça, je pense que c'est déjà un inconvénient.
Ça vient Ça va être des associations au niveau qui fêtier. fassent uniquement de la prévention en matière de tabacologie. Oui, à l'OMS, quand il y a eu les problèmes sur le sida, on a créé ONU-SIDA. Mais à Genève, quand il y a un problème sur le tabac, on va le diluer dans d'autres addictions de manière à être un petit peu moins pointu, à vouloir faire des actions non spécifiques qui sont un petit peu comme ça, des conférences ou des choses qui vont toucher tout le monde sans spécificité. Et puis on va parler de tout et n'importe quoi. Mais c'est pas spécifique à Genève, excusez-moi, ça Non, se passe comme ça dans c'est tous au les niveau- cantons. Hein. Ça se passe dans les cantons et ça se passe au niveau fédéral. Et je pense qu'il y a aussi une volonté fêtière que ça se passe comme ça, pour faire des économies, pour faire que c'est la même maladie, etc. Alors on sait aussi que ça, c'est un inconvénient. Donc ça, j'aimerais que ce ne soit pas comme ça, mais c'est comme ça. Le prix du paquet de cigarettes, est-ce qu'il est déterminant dans ce débat? Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel on pourrait agir, comme c'est le cas d'ailleurs en Australie? Aujourd'hui, le paquet est déjà relativement cher, hein, à peu près 8 francs, je crois, 8-10 francs. Est-ce que ça, c'est important, Madame Perraudin, le prix du tabac, le prix du paquet de tabac? Oui, c'est très important, et notamment pour limiter l'accès de ces drogues aux jeunes, en fait, puisque aujourd'hui, donc vous disiez que c'est 8 francs, je crois que c'est Marlboro qui est la 8,50, voilà, 8,50 ou 8,60, la marque qui est la plus vendue en Suisse. Mais effectivement, je crois que les taxes n'ont pas été augmentées depuis 2013 ou 2014, et il est grand temps de peut-être penser à augmenter les taxes de ces produits pour que ces produits deviennent de moins en moins accessibles, en tout cas aux jeunes. Vous me disiez aussi, enfin, où j'ai lu en tout cas que vous disiez l'importance aussi de faire en sorte que les produits de substitution soient payés par l'assurance de base. Madame Perraudin? Non? Vous n'avez pas dit ça? Non. Ah, d'accord. C'était dans une interview radio que vous avez donnée il y a quelque temps. Mais je me suis peut-être trompée. Là, comme ça, j'ai pas de... Non, c'était peut-être pas vous. Mais enfin, est-ce que ça c'est une bonne idée, Pascal Dittel, que les produits de substitution soient payés par nos assurances maladie? Ça fera un peu augmenter la prime, un peu plus. Je pense que c'est une excellente idée, d'autant plus que le tabagisme, c'est une pathologie. Donc, un fumeur ne doit jamais être stigmatisé. Et nous, dans notre association, on a même mis dans nos statuts la défense des fumeurs, c'est-à-dire en tant que victime d'une industrie. Par contre, en ce qui concerne le prix, c'est un des leviers, c'est même le levier le plus important pour lutter contre le tabagisme, parce qu'il est surtout efficace auprès des populations les plus vulnérables, c'est-à-dire les jeunes et les gens qui sont socialement défavorisés. Et c'est un très lourd poids financier pour eux, mais c'est celles qui répondent le mieux à cette mesure en arrêtant ou en ne commençant pas à fumer. Et en Suisse, le prix du tabac, même s'il est assez cher, au point de vue par rapport au niveau de vie ou la cherté de la vie, c'est un des pays où c'est le plus abordable. C'est très abordable. Et le fait qu'il n'y a pas d'augmentation des taxes depuis 2013, ça ne veut pas dire que le prix du tabac n'a pas augmenté. C'est l'industrie qui a augmenté ses prix pour bénéficier de faire des petites augmentations chaque année de 6-7%. Et ils ont en fait pris la part qui normalement aurait dû être prise par la fiscalité, et elle va dans leur coffre. Et c'est à peu près 1,5 milliard de francs qui se sont volatilisés comme ça. Une question, Madame? Oui, bonjour, Barbara Boer, je suis la médecin responsable de l'unité dépendance ici. Toute frustrée comme vous de manque de l'élan de la politique suisse pour faire un véritable politique anti-tabac. Et voilà, première chose. Deuxième chose, je voulais vous remercier, en tout cas certains depuis longtemps, pour votre engagement pour faire changer ça, et j'espère que vous allez continuer. Je tiens juste à réagir à ce que Corinne a dit par rapport à effectivement l'importance d'avoir des spécificités, mais je pense aussi que c'est très important de mettre nos forces en commun. Parce qu'on a Big Tobacco, mais on peut voir la même chose avec le Big Alcohol. Big Pharma, et si on parle de BPCO, on peut même parler de Big Automobile, parce qu'ils font la même chose que nous. Et je pense que c'est très intéressant qu'on se mette aussi ensemble pour comprendre les mécanismes des mensonges par les industries et comment on se fait manipuler. Et je pense que pour ça, on doit
sortir de nos propres petites chapelles et vraiment mettre en place aussi des stratégies communes au niveau politique. L'un n'empêche pas l'autre. Et en fait, ça se gère très bien sous le chapeau lutte contre les maladies non transmissibles. Et moi, je suis pour une implication plus importante de la lutte contre le tabac dans ce programme plus global de lutte contre les maladies non transmissibles, qui inclut la lutte contre l'alcoolisme, qui inclut la lutte contre la malbouffe, qui inclut la lutte contre la sédentarité. Là, il n'y a pas d'industrie de la sédentarité, mais c'est quand même un gros problème. Monsieur, je vais vous passer la parole. Il y avait encore un monsieur. Oui, je suis désolé, j'ai déjà le micro. Excusez-moi. Nigel Roy, je suis médecin à Genève. Je voudrais vous poser une question sur la cigarette électronique. Est-ce que vous l'encouragez? Est-ce qu'il faut qu'on autorise ou encourage nos patients fumeurs à utiliser ce nouveau modèle de consommation de nicotine? Et puis à ce moment-là, est-ce que vous le mettez alors dans la catégorie des substitutions qu'il faudrait être payées par les caisses maladies? Docteur Guessou, peut-être juste, cet après-midi, on a une magnifique présentation du professeur Jacques Cornu. Pour faire court, le message c'était évidemment dans l'idéal utiliser les interventions qui marchent, c'est le conseil médical, la substitution habituelle par patch et par nicotine ou inhalaire. Mais en fait, il nous a rappelé la publication il y a 2 semaines d'un article qui parle justement de tous ces produits dont vous avez accès. Vous êtes médecin, c'est ça? La revue médicale suisse, il y a 2 semaines, fait un résumé de la situation par rapport aux évidences. Puis le message, c'est en tout cas les vaporettes, distinguer vaporettes de ces appareils qui chauffent le tabac. Et puis il était plutôt à recommander la vaporette en espérant qu'il y a une réduction du risque. Et puis même si le risque n'est jamais nul, toute réduction du risque est importante, mais à ne pas confondre la vaporette et puis avec la cigarette où l'on chauffe le tabac. Mais la vaporette, c'est quoi? C'est ce nouveau produit aussi de Philip Morris, IQOS? Non, alors justement, c'est l'outil qui est venu avant ces cigarettes électroniques, mais dont on parle finalement assez peu, et puis il y a une sorte de confusion. Mais disons que c'est ce fameux personnage que vous voyez tout d'un coup se transformer en une cheminée par inhalation d'une cigarette. Certains amplifient le volume, et puis ça devient une sorte de locomotive humaine. Vous n'avez jamais vu ces gens qui c'est assez extraordinaire le volume de vapeur qui peuvent expirer en l'occurrence, mais c'est comme ça qu'on reconnaît que c'est une vaporette. Madame Val ? Je peux juste compléter ce que tu dis, c'est qu'en effet, il y a 2 produits qui sont souvent confondus, qui sont en effet le tabac chauffé, ce sont les marques IQOS, on leur fait un petit peu de publicité là tout de suite, et puis il y a des Plume, il y a des Glow, il y a d'autres, chaque industriel produit son propre produit. Ces produits-là, c'est du tabac chauffé, ça veut dire qu'il n'y a pas une combustion complète, il va y avoir juste une combustion partielle qui va faire une pyrolyse, qui va quand même, la première fois que j'ai disséqué un de ces mégots-là, même avant de passer au laboratoire, ça sent clairement le goudron, on voit clairement qu'il y a une certaine combustion. Donc ça va vraiment pas être un produit qu'on va recommander auprès des personnes, ça reste un produit du tabac, ça reste quelque chose de dangereux, qui diminue, mais c'est que l'industrie du tabac qui dit que ça diminue de 90% les risques, donc on oublie ces recommandations-là, on n'a pas du tout ces mêmes chiffres-là dans des études qui sont indépendantes de l'industrie du tabac. Donc il faut séparer ces produits-là qui toutefois qui peuvent se brancher sur votre ordinateur, sur une prise, qui ont aussi des fils, la câblerie comme ça informatique. Il faut complètement les séparer des vaporettes, qu'on appelle peut-être inadéquatement cigarettes électroniques. Alors elles ont aussi besoin d'être rechargées, il y a une batterie, etc. On peut mettre aussi sur son ordinateur. Mais là, dans ce cas-là, on va produire de la vapeur. On n'a plus du tout de combustion, donc on n'a plus de monoxyde de carbone. Il y a tout un tas de composants qui ne sont plus là et qui sont ces composants qui sont majoritairement responsables de toutes les maladies cardio-neurovasculaires et également à la suite de certains cancers. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à différencier. Il y a un mélange souvent des deux qui est certainement voulu. Les cigarettes tabac chauffé, on oublie, c'est pas un bon produit, et la vaporette, c'est peut-être quelque chose
qui sera, quand la loi l'aura intégré dans ses textes, quand les modes de fabrication auront été mieux encadrés, ce qui n'est pas le cas actuellement. Vous et moi, on peut fabriquer une cigarette électronique dans notre garage le soir et la vendre le lendemain. Il n'y a pas de réglementation qui soit vraiment efficace, qui existe par rapport à ça. Et par contre, il faut que ce soit encadré et ce sera probablement à terme, on n'a pas encore les preuves 100%, mais un mode de distribution de nicotine, une substitution de nicotine supplémentaire qui aide dans les patients qu'on voit au quotidien, qui aide quand même les gens à arrêter de fumer ou à réduire. Mais en effet, on recommande toujours de commencer par un sevrage classique avec les moyens qui ont prouvé leur efficacité, qui sont les 3 molécules que l'on connaît, qui vont aider les patients selon leur profil et selon leur niveau de dépendance. On n'a pas tous le même niveau de dépendance à se sevrer du tabagisme. Voilà. Je vous passe tout de suite la parole, monsieur, mais Madame Perroder voulait réagir. Très rapidement, juste pour dire qu'aujourd'hui, au niveau de l'OMS, on ne peut pas recommander je parle de la cigarette électronique, enfin, de manière large, on ne peut pas recommander ni d'interdire totalement ces produits, ni de les considérer comme des substituts tout à fait comme les autres, qui ont fait leurs preuves. Donc pour l'instant, on attend, voilà, parce qu'on n'a pas les preuves justement, ni de les considérer comme ceux dont on a les preuves, donc c'est absolument pas le cas. Donc pour l'instant, on est un petit peu dans la retenue, et on attend encore plus de preuves, plus d'études. La seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est de recommander la non-utilisation de ces produits autour des enfants, autour des femmes enceintes, et de recommander l'interdiction de la publicité de ces produits également. Monsieur. Est-ce que ce ne serait pas aussi le rôle de l'école de mettre les jeunes en garde contre les dangers du tabagisme? Alors, on prendrait justement le mal à la source. Madame Val va vous répondre, qui précisément ne peut pas travailler au sein des écoles. Alors c'est vrai que pour les jeunes, l'environnement et le modèle qu'on montre aux jeunes, quel que soit leur âge, va être déterminant pour certains quant à leur entrée future éventuelle dans le tabagisme. Pour autant, on sait très bien d'études qui ont été faites depuis longue date, notamment au Canada, que les interventions qui sont faites dans les écoles, c'est-à-dire, quand j'entends intervention, faire une information, une sensibilisation, sont dans le meilleur des cas inutiles ou inefficaces, et parfois même, selon l'âge des enfants, vont peut-être être inductrices. Des enfants qui n'en auraient pas eu l'idée, ils ont beaucoup d'idées, mais certains quand même ne vont pas, tous les enfants de loin ne fument pas, eh bien peuvent être interrogés par ce produit et se dire tiens oui c'est une bonne idée, peut-être que je pourrais y goûter. Donc les interventions dans les écoles, voilà, plutôt pas. Par contre, les mesures qui marchent, ce sont les mesures structurelles, c'est-à-dire de créer une société où on va interdire totalement la publicité qui va évidemment cibler ces mêmes enfants à l'école ou à l'extérieur de l'école, et puis de faire des prix qui rendent le produit le plus inaccessible possible. Ça marche encore plus chez les enfants parce qu'ils ont normalement un budget inférieur à celui des adultes, et ça, ce sont les 2 mesures qui sont les plus efficaces auprès des jeunes populations. Voilà. Merci. Très bien, parfait. S'il n'y a plus de questions, monsieur, encore une question, et puis après, ça sera gentiment pour parler en roman, l'heure de conclure. Donc, bonsoir, je suis Kylian Roach, je suis étudiant de médecine en 6e année, et ma question, donc, par rapport, par exemple, à la prévention du tabac dans les écoles, généralement, en fait, comment l'industrie du tabac quelle est sa stratégie marketing pour toucher les jeunes, justement? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est pas quelque chose que je me rends compte dans la vie de tous les jours, et j'ai l'impression que s'il y a un marketing efficace, il est insidieux, et j'aurais bien voulu savoir quelles sont les stratégies de l'industrie du tabac pour inciter les jeunes à fumer, justement. Alors, monsieur Romano, peut-être c'est vous qui me disiez, si je ne me trompe pas, vous me disiez que Philippe Morris, notamment, a payé un des étages du MAD à Lausanne. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'industrie du tabac, comme l'industrie de l'alcool, l'industrie des produits qui sont interdits par la force des choses, elle exploite effectivement le flou qu'elle essaie
par les politiques, par les psychologues, exploitent ce flou-là, et plus on interdit, plus ils trouveront des palliatifs, des stratégies pour éviter, contourner et puis imposer leur logique. Il y a des concessions, il y a des jeux de concessions, mais c'est clair qu'ils sont très présents. N'oublions pas qu'il n'y a aucun argument rationnel pour demander à quelqu'un de fumer une cigarette. Aucun argument rationnel. Les quelques arguments rationnels dans le discours du tabac, ils sont liés, ce sont des conditionnements évaluatifs négatifs, c'est-à-dire la cigarette tue, donc le fumer tue, provoque le cancer, etc. Ça sont des discours rationnels, mais qui sont très faibles. Ça veut dire que la part dans le discours qu'on a de manière générale, qui est un discours d'influence, elle est extrêmement émotionnelle. Elle vise à persuader les gens, pas à les convaincre, à les persuader. D'où justement peut-être l'inefficacité d'essayer de venir avec des éléments rationnels sur des enfants. Donc l'industrie du tabac, comme l'industrie de l'alcool, etc., joue sur cette addiction, sur ce fait que toute la perception que nous avons du discours de l'industrie du tabac, qui commence même avec les gens qui fument dans la rue, et je vais vous dire, c'est peut-être pas politiquement correct de le dire ici, mais depuis qu'on a sorti le tabac dans la rue, il y a quand même des gens qui travaillent dans les hôpitaux, alors certainement pas dans le département de la pneumologie, mais c'est quand même assez hallucinant de voir des médecins qui se réunissent dehors pour fumer leur clope. On les voit à 10 km, on voit qu'ils sont en blanc, et on comprend à ce moment-là que peut-être la fumée ne tue pas autant que ça, puisque même les médecins se permettent de le faire. Ça, ce sont des codes qui vont influencer petit à petit ce monde de molécules que l'individu a, spécialement le jeune, en se persuadant finalement que c'est cool de fumer, c'est n'importe quoi de dire que ça fait du mal. Pourquoi? Parce qu'il vit dans la séduction, dans l'entrée, dans la magie de la chose. Mais une fois qu'il est dans le piège, alors c'est vous qui avez tous les cas de figure de 16 ans jusqu'à 65 ans et vous êtes en train de voir les méfaits et le comportement du fumeur dans toute son évolution. Mais à l'entrée, ils ne pensent pas ça. D'ailleurs, il n'y a aucune image négative qui en contrepartie est montrée. Donc ils vivent dans un monde d'illusions et l'industrie du tabac ne met en scène aucun argument sur le fait de fumer. Ce qui est le paradoxe, parce que c'est pratiquement peut-être le seul produit alimentaire où on dépense des millions pour communiquer qu'il tue. Donc c'est franchement, j'ai jamais vu une chose pareille. Mais en attendant, il n'y a aucun raisonnement rationnel, ce qui fait que tout est symbolique, et ce n'est que sur un lifestyle, un style de vie en fait. Et ce sont les portes d'accès à ces jeunes, justement, les portes d'accès au fait de devenir adulte. Alors la question qui se pose, bien sûr on parle politique, économique, mais la question qui se pose c'est pourquoi dois-je fumer? Parce que c'est cool. Parce que c'est cool. Je terminerai peut-être pour dire que finalement, le fumeur lui-même, et spécialement le jeune, il est partie prenante de cette... il ne sait pas que c'est un piège au début, mais il est partie prenante, il a besoin et il va s'affranchir. Et qu'on l'interdise ou pas, il trouvera un moyen pour s'affranchir de son adolescence d'une certaine manière. Et c'est vrai que les mesures, comme je les estime, c'est mon opinion, les mesures radicales, c'est interdit de fabriquer des cigarettes, bien sûr, et de les vendre, interdit de faire la publicité par la force des choses. Mais après, il faut soigner le pourquoi j'ai besoin de choses qui sont interdites et qui m'apportent ce plaisir que je recherche, en fait. Et ça, c'est une question humaine. Hein. J'entends, on sort du cas du poumon et du tabac. Parce qu'à l'ITM, c'est vrai, mais ça c'est une question assez fondamentale, parce que vous parliez de l'Australie. Alors c'est vrai qu'en Australie, on m'a raconté ça, en tout cas, qu'en Australie, on fume moins. Mais dans les soirées des jeunes, on s'amuse aussi, et donc on s'amuse avec d'autres produits. Donc ça résout, si vous voulez, en partie le problème. Mais vous vouliez réagir. Je voulais intervenir, en fait, compléter ce qui vient d'être dit, qui est parfaitement décrit, par la connaissance que j'ai des documents internes de l'industrie. Et l'industrie a très bien documenté, en interne naturellement, ses méthodes de marketing. Et il part de la constatation que, fumer demande une motivation psychologique. Et une fois que cette motivation psychologique engendre le fait de fumer, la nicotine prend le relais. Et une fois que la personne est piégée dans la nicotine, on a moins besoin de cette motivation psychologique. Ce qui fait que la motivation psychologique, c'est pour l'acte initial, et donc elle va cibler les jeunes. Deuxième constatation, c'est que les jeunes, et on prend surtout les adolescents, ils ont deux caractéristiques. Ils aiment la transgression
et ils aiment le risque. Pourquoi? Parce qu'ils veulent s'affirmer en tant que futurs adultes, ils veulent affirmer leur identité, et c'est en s'affirmant contre quelque chose, contre le système. Et donc ils vont jouer sur cela. Et leur approche finalement en marketing interne, c'est pour stimuler les adolescents, faire du tabagisme le rituel de passage à l'état adulte, l'élément rituel. Et pour cela, il faut qu'il y ait danger, il faut qu'il y ait risque. Et donc, leur technique de marketing, il y a un document qui dit, pour vendre des cigarettes aux adolescents, il faut 4 caractéristiques. 1, dire que ce produit est pour les adultes. 2, dire que ce produit, ou présenter ce produit comme moralement ambigu. 3, présenter ce produit comme un produit qui a une notion de risque, et finalement rendre l'accès du produit difficile aux adolescents. Toute la stratégie est là. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que les politiques publiques de prévention modérée, en fait, agissent comme renforçateurs de ce mécanisme de l'industrie. Et c'est pour ça que ces politiques bien intentionnées dans les écoles, etc., ne marchent pas, parce que souvent elles agissent comme renforçateurs, et seules des politiques structurelles, comme Corinne dit, de prix, d'interdiction, sont les seules qui marchent. Très bien, parfait. Merci beaucoup, merci à vous tous. Je vous propose qu'on en reste là. Il est presque 7h30. Je crois qu'on peut applaudir les intervenants. Je ne sais pas si professeur, vous voulez conclure non, simplement cette journée vous de la remercier BPCO. tous. Vous remercier tous les 6 pour cette soirée extrêmement intéressante, ce débat superbe. Ça nous motive encore plus par rapport à nos patients, et puis ça nous motive aussi à chercher de nouvelles filières pour essayer de faire avancer cette cause qu'on a évoquée ce soir. Et à vous lancer en politique. Ça on verra. Et merci à tous pour vos questions et bonne soirée. Merci.